الغياب ليس مستغربا. لا استقبل. اللي عم بصير 7 اياد بشكل اخر. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce mercredi 14 mai. Grille des salaires, mobilisation monstre des syndicats qui appellent à une manifestation ouverte jusqu'au vote de la loi, alors que les divisions au sein même du Parlement sur le dossier sont profondes. Le ministre du Tourisme annonce que l'Arabie Saoudite a levé l'interdiction à ses ressortissants de se rendre au Liban, une décision qui fait suite à l'amélioration de la situation sécuritaire. Laurent Fabius estime que le régime syrien a utilisé des armes chimiques à 14 reprises depuis octobre. Le ministre français des Affaires étrangères dit regretter que Washington n'ait pas frappé la Syrie à l'automne 2013. Et dans ce journal, on ira aussi en Turquie où le bilan de l'explosion d'une mine s'alourdit à plus de 230 morts. Les espoirs de retrouver des survivants piégés sous terre s'amenuisent. Ankara a décrété 3 jours de deuil national. Manifestation monstre ce mercredi pour appeler à l'adoption de la grille des salaires du secteur public. Il s'agit de la plus importante en 3 ans. Des milliers de fonctionnaires et d'enseignants ont manifesté dans le centre de Beyrouth à l'appel du comité de coordination syndicale et de plusieurs syndicats. Les protestataires ont convergé de toutes les régions libanaises vers la place Riyad Salah, à quelques dizaines de mètres de l'hémicycle, où les députés étaient réunis sous haute protection pour débattre de la nouvelle version de cette grille, présentée par une sous-commission parlementaire. Elle a apporté plusieurs modifications aux revendications des syndicats, notamment sur une baisse de la valeur totale de la grille qui passerait de 2 400 milliards de livres à 1 800 milliards de livres. Elle a aussi suggéré de relever la TVA de 10 à 11%. Les syndicats ont prévenu qu'ils ne renonceront pas d'un iota aux droits des fonctionnaires et appellent à une manifestation ouverte jusqu'au vote de la loi. Et ce mouvement syndical intervient alors que les divisions au sein même du Parlement sur la grille des salaires sont profondes. La séance de ce matin doit reprendre à 18 h. Le député Alaeddin Terro, membre du bloc du Front de lutte nationale de Walid Jumblat, a annoncé que leur décision sera prise en fonction des débats parlementaires. Il a par ailleurs souligné que le Front de lutte nationale est contre l'imposition de nouvelles taxes, mettant en garde contre les conséquences qui peuvent découler de l'adoption de la grille sans réforme. Même son de cloche du côté du Hezbollah, le député Ali Fayad, membre du bloc parlementaire de la fidélité à la résistance, a affirmé que son bloc rejette la version de la grille des salaires telle que présentée par la sous-commission parlementaire. Sur une note un peu plus positive, l'Arabie Saoudite a levé l'interdiction à ses ressortissants de se rendre au Liban. L'annonce a été faite par le ministre libanais du Tourisme, Michel Pharaon, qui a indiqué que la situation sécuritaire permet aujourd'hui d'inviter tous les ressortissants, étrangers comme arabes, à revenir au pays du Cèdre. Plusieurs pays, dont le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Arabie saoudite, ont à maintes reprises mis en garde leurs ressortissants contre les voyages au Liban en raison du chaos sécuritaire de ces derniers mois. Michel Sleiman a souligné la nécessité de respecter la liberté de la presse lors d'un entretien à Brabda avec un représentant du tribunal spécial pour le Liban, Anthony Lodge. Le président a indiqué que le Liban soutient la création du TSL, certes, mais reste attaché à la liberté de la presse et au travail journalistique, et cela conformément à la loi. Des propos qui interviennent alors que 2 journalistes et 2 organes de presse libanais ont été convoqués par le TSL pour outrage et obstruction à la justice. L'armée israélienne a installé une clôture électrique près du mont Hermon, au Liban Sud, à proximité des fermes de Shebra. Selon l'Agence nationale d'information, l'installation a été accompagnée par un déploiement considérable de soldats et de blindés israéliens sur la colline El Halam. Tsahal a par ailleurs retiré un bloc de béton qui appartient à l'armée libanaise. Barack Obama a rencontré le chef de l'opposition syrienne à la Maison-Blanche. Le président américain s'est joint à une réunion entre Ahmed Jarba et la conseillère de sécurité nationale américaine, Susan Rice. Il a salué l'approche constructive de la coalition de l'opposition syrienne et appelé un gouvernement représentatif de tous les Syriens. Pas de mention cependant sur les armes réclamées par la rébellion à Washington pour combattre le régime Assad. L'aide non létale américaine a pour l'instant atteint 287 millions de dollars.
L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques envisage d'envoyer une mission d'enquête en Syrie pour vérifier les allégations de récentes attaques au chlore. Et puis selon Laurent Fabius, la France étudie des éléments selon lesquels Damas aurait utilisé des armes chimiques à 14 reprises ces derniers mois. Le chef de la diplomatie française s'exprimait lors d'un point de presse à Washington. On l'écoute. Le régime de Bachar el-Assad s'est engagé à détruire complètement les armes chimiques. En réalité, aujourd'hui, 92% de ces armes chimiques sont détruites. Nous avons beaucoup d'éléments qui nous amènent à penser qu'un certain nombre de ces armes chimiques ont été dissimulées. Et d'autre part, nous avons des éléments, au moins 14 éléments, qui montrent que dans les semaines récentes, de nouveau des armes chimiques, en plus petite quantité, ont été utilisées, et notamment du chlore. Et nous sommes en train de faire examiner les échantillons qui ont été prélevés. Cela montre que le régime de Bachar el-Assad, malgré ses engagements, continue à être dans une capacité de produire des armes chimiques et de les utiliser. Donc, sur la question des armes chimiques, vous vous rappelez que la première fois, il s'agissait d'utilisation massive des armes chimiques. Et à l'époque, un grand dirigeant avait dit c'est la ligne rouge. Et nous avions décidé de nous préparer à une frappe avec notamment les Britanniques et les Américains. Ça n'a pas été possible parce que la demande parlementaire a été faite aux Britanniques et le Parlement britannique l'a refusé. Et ensuite, le président américain a dit que finalement, il n'y aurait pas d'attaque dans ces conditions et il n'était pas question que la France agisse toute seule. Nous pensons, nous le regrettons parce que nous pensons que ça aurait changé beaucoup de choses à beaucoup d'égards. Mais c'est un fait, nous n'allons pas reconstruire l'histoire. Puis toujours en ce qui concerne la Syrie, le médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe jette l'éponge. Lardal Brahimi a démissionné, il quittera ses fonctions le 31 mai prochain. L'annonce a été faite hier soir par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le diplomate algérien aura passé plus d'1 an et demi à tenter de trouver une solution diplomatique à la crise syrienne. D'où une certaine amertume. Lardal Brahimi avait succédé en août 2012 à Kofi Annan. Il aura réussi à organiser à Genève un face-à-face inédit entre le régime et l'opposition, mais sans suite. Aucun successeur n'a pour l'instant été désigné. Dans un instant, Téhéran répond favorablement à la main tendue saoudienne. Les détails juste après la pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Les recherches se poursuivent en Turquie au lendemain d'un incendie meurtrier dans une mine à Soma, c'est dans l'ouest du pays. Plus de 230 corps ont été récupérés ainsi que 80 blessés après l'accident minier. Un bilan qui risque encore de s'alourdir. En effet, 787 employés se trouvaient dans la mine quand une explosion et un incendie sont survenus. La déflagration aurait été provoquée par un transformateur électrique et entraîné un effondrement dans les galeries. Quelques 360 mineurs ont pu être sauvés, mais d'autres sont toujours piégés sous terre. Il s'agit de l'accident minier le plus grave en Turquie depuis 1992. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Des centaines de familles vivent dans l'angoisse de l'attente et la douleur. L'Iran et les 6 grandes puissances ont entamé une phase décisive des négociations sur le programme nucléaire de Téhéran à Vienne. Objectif, parvenir à un accord définitif d'ici la date limite du 20 juillet. Après 3 mois de réunions préparatoires entre l'Iran d'un côté, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne de l'autre, les délégations doivent commencer à élaborer le projet de texte. D'importantes divergences restent cependant à planir, notamment en ce qui concerne l'ampleur du programme d'enrichissement d'uranium de Téhéran. L'Iran rejette les accusations occidentales selon lesquelles il cherche secrètement à se doter de l'arme atomique. Pour Téhéran, le programme nucléaire iranien vise uniquement à produire de l'électricité. Et toujours en ce qui concerne l'Iran, son chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif, prévoit bien de se rendre en Arabie Saoudite. Téhéran l'a confirmé ce mercredi au lendemain d'une invitation lancée par Riyad. L'Arabie Saoudite et l'Iran sont les 2 grandes puissances rivales au Proche-Orient, l'une incarnant l'islam sunnite, l'autre l'islam chiite. Leurs relations, bien que glaciales, se sont quelque peu améliorées depuis que Téhéran a conclu l'accord intérimaire avec les grandes puissances sur son programme nucléaire. Mais elle reste envenimée à cause de la crise syrienne. L'Arabie soutient la rébellion alors que l'Iran est le grand allié du régime Assad.
Direction la Géorgie, dernière étape de la tournée de François Hollande dans le Caucase. Le président français s'est auparavant rendu en Azerbaïdjan et en Arménie. À Tbilissi, il a défendu l'intégrité territoriale de la Géorgie, à qui le chaos actuel en Ukraine rappelle la guerre éclair de 2008 avec la Russie, pour laquelle la France était intervenue. Réaction. La Russie a considéré qu'elle pouvait utiliser le trouble, le vide, pour porter des avantages territoriaux. Ça a été la question de la Crimée, que nous avons dénoncée. L'Union européenne, en pleine solidarité, mais aussi l'ensemble de la communauté internationale, sauf quelques pays, parce que c'est une atteinte à l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, que devons-nous faire? Nous mobiliser pour que l'élection du 25 mai en Ukraine puisse se tenir, puisse produire son résultat, sa légitimité, c'est-à-dire donner à l'Ukraine un président élu qui pourra avoir la capacité de dialogue, également d'engager la réforme constitutionnelle qui est attendue. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mercredi, une journaliste française a été tuée en Centrafrique. Camille Lepage effectue un reportage sur un groupe armé. Sa dépouille a été découverte lors d'une patrouille de la force Sangaris dans la région de Bouar, dans l'ouest du pays. Les circonstances de sa mort restent encore floues. D'après Paris, la jeune photojournaliste de 26 ans serait tombée dans un guet-apens. Les violences sont quasi quotidiennes malgré le déploiement de 2000 militaires français et 6000 soldats de la force africaine. La justice sud-africaine a ordonné une expertise psychiatrique d'Oscar Pistorius, accusé du meurtre de sa compagne en février 2013. Un examen décidé au lendemain d'un témoignage d'une psychiatre qui a affirmé que le champion paralympique souffrait d'un trouble d'anxiété généralisée. Pistorius comparé pour avoir abattu Riva Steenkamp de 4 balles dans sa luxueuse résidence de Pretoria. Il affirme l'avoir prise pour un intrus. Et puis, bâton à la main, les grévistes sud-africains veulent empêcher leurs collègues de rompre le plus long combat dans l'histoire du secteur minier. Après 4 mois de paralysie, la mine de platine de Marikana en Afrique du Sud a réouvert. Mais les grévistes ont prévenu qu'ils empêcheraient quiconque de descendre dans les puits. Ils réclament un doublement du salaire minimum. Les négociations sont rompues depuis 3 semaines. La tension est vive. 3 mineurs ont été assassinés ces derniers jours, plusieurs autres blessés. Des archéologues pensent avoir retrouvé l'épave de la Santa Maria, autrement dit, l'un des navires à bord duquel Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Le navigateur pensait à l'époque être arrivé aux Indes orientales. L'épave se trouverait entre 3 et 5 mètres de fond au nord des côtes d'Haïti, dans une zone filmée par les caméras du réseau de télévision américain History, qui finance ses recherches. Une conférence de presse est prévue ce mercredi pour faire le point. En 2003, des ruines d'un fort construit par l'équipage du Santa Maria après son naufrage avaient été découvertes. La relecture du récit de voyage de Christophe Colomb est néanmoins interprétée d'une autre manière en Espagne. Selon El País, qui cite des historiens, Colomb aurait précisé dans ses journaux de voyage que la Santa Maria se serait échouée sur le sable, aurait ensuite été démantelée et que son bois aurait servi à construire la forteresse. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Grille des salaires, mobilisation monstre des syndicats qui appellent à une manifestation ouverte jusqu'au vote de la loi, alors que les divisions au sein même du Parlement sur le dossier sont profondes. Le ministre du Tourisme annonce que l'Arabie Saoudite a levé l'interdiction à ses ressortissants de se rendre au Liban, une décision qui fait suite à l'amélioration de la situation sécuritaire. Laurent Fabius estime que le régime syrien a utilisé des armes chimiques à 14 reprises depuis octobre. Le ministre français des Affaires étrangères dit regretter que Washington n'ait pas frappé la Syrie à l'automne 2013. Et puis en Turquie, le bilan de l'explosion d'une mine s'alourdit à plus de 230 morts. Les espoirs de retrouver des survivants piégés sous terre s'amenuisent. Ankara a décrété 3 jours de deuil national. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. الغياب ليس مستغربا. اللي عم بصير 7 اياد بشكل اخر.